Notaire d'un côté, alpiniste recordman de l'autre, c'est Michel aujourd'hui, dans le sens. 1, 2, 4. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Le sens. Salut à tous et bienvenue dans Le Sens, ce podcast qui vous emmène à la rencontre du parcours des gens, leur activité et passion unique en leur genre. Aujourd'hui, je reçois Michel. Salut Michel. Salut Vince. Michel, il a 53 ans, il est né à Orense en Espagne. Il arrive ensuite dans le pays de Gex à l'âge de 10 ans pour passer ensuite le plus clair de sa vie dans cette région qui est finalement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce lieu, placé entre la Suisse et le Jura. Michel est notaire et alpiniste. Vous en conviendrez que c'est assez spécial. Il va nous parler de tout ça aujourd'hui. Michel, comment vas-tu ? Je vais bien, Vince, je te remercie. Je te remercie de m'accueillir dans cette belle émission. Eh bien écoute, belle émission, on le verra à mesure qu'elle passe et que je te pose des questions. On verra si les questions te plaisent ou non. Je m'adapterai. C'est comme à ton habitude, puisque je pense qu'il faut pas mal d'adaptations pour avoir gravi tous les sommets que tu as gravis. Je donne une liste exhaustive pour mettre les gens dans le contexte. Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrus, l'Everest à 2 reprises. Ça, on parle des sommets parmi les plus hauts du monde. Et ensuite, on a toute une ribambelle de sommets un petit peu moins hauts, mais tout aussi prestigieux, comme le GR20, le Mont Blanc, le Mont Viso, qui porte d'ailleurs ton nom, le Mont Fuji, etc., etc. Il te manque certains monts, certains sommets pour atteindre les 7 sommets du monde. Est-ce que c'est un objectif ? Alors, on veut dire que j'ai commencé donc en 2004 par l'ascension du Mont Blanc. Et sans vraiment d'objectif au départ, juste une quête comme ça de l'inconnu, tout simplement. Et les années passant, comme tu l'as si bien dit, je suis parti un tout petit peu plus haut à chaque fois. Et notamment pour gravir en 2014 et en 2018 par 2 fois l'Everest par le côté tibétain, le côté nord, côté chinois. Et il est certain qu'avec cette ascension et l'ascension d'autres sommets comme la Concagua, le Mont Elbrus, je me suis dit, il y a éventuellement le projet des Seven Summits. Donc il me reste maintenant à finir 3 sommets. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui dans ce podcast, on va parler avec Michel de son parcours atypique, mais il vient aussi pour nous parler de son actualité de 2021. Malgré cette année spéciale qui nous attend, au même titre que l'année 2020, eh bien Michel va tenter un exploit pour la 3e fois, qui va être de gravir l'Everest de nouveau. Pourquoi est-ce que tu vas monter l'Everest une 3e fois, Michel ? Le pourquoi est une question qui revient souvent. Écoute, pas de raison particulière, tout simplement parce qu'on vient de passer une année 2020 qui est une année qui n'est pas non plus une année très réjouissante. Et je me disais que 2021 ne pouvait pas partir sur les mêmes auspices et qu'il me fallait me fixer à nouveau un objectif. Même si l'année dernière, en 2020, avec certains camarades et notamment Stéphane, on s'était fixé quelques objectifs beaucoup plus locaux. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mont Viso, Mont Blanc plusieurs fois, le Grand Paradis, ces choses-là. Mais ce qui me manquait vraiment, c'est le dépaysement, c'est le fait de s'éloigner, de partir loin, de voir autre chose, une autre culture. Et en fait, 2021, c'est l'objectif de l'Everest. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je sais que Jonathan, l'ami, va partir. C'est quelqu'un d'ici aussi, de la région. C'était l'occasion de me joindre à lui. Et j'avais jamais fait l'Everest côté sud, donc côté népalais cette fois. Donc c'est en effet un bel objectif. C'est un peu par facilité. Je fais toujours les choses par facilité. Oui, bon, on s'entend. Ça se discute. Ça se discute en effet, mais voilà, par facilité et surtout j'aime beaucoup le Népal. Donc c'était l'occasion de me replonger là-dedans et de retrouver beaucoup de sensations, de bonheur et de joie. Et c'est ce qui m'investit en fait. L'objectif, c'est de partir, de voir autre chose. Et je ne vous cache pas, de quitter un peu une ambiance un peu morose. L'ambiance morose que nous vivons tous actuellement. Eh bien écoute, c'est très bien. Tu ne le sais pas encore, mais lors de ces podcasts, j'ai tendance à faire parler mon invité au début pour que celui qui écoute se dise « Mais attends, je le connais, je l'ai déjà croisé. » Du coup, je vais te faire l'interview
Je te connais. Mais je l'ai déjà entendu. L'interview, je te connais. Ah si, je te jure. Mais tu blagues, je connais cette personne. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ok, cet homme me dit quelque chose, je le connais, mais d'où? Première question. Où est-ce que j'ai pu te croiser après le travail? Qu'est-ce que tu fais après le travail? Ce que je fais après le travail, c'est très variable selon mes journées, donc je ne pourrais pas répondre comme ça a priori. Ok, donc personne ne peut te croiser après le travail puisque tu n'es jamais au même endroit. Ok, deuxième question. Où est-ce qu'on a pu te croiser sur les bancs de l'école? Ah, écoute, on a pu me croiser dans beaucoup d'endroits. On a pu me croiser à Divonne-les-Bains, à Ferney-Voltaire, à la Cluse-Montréal, quand j'étais petit, sur les bancs de la fac, à Lyon, Lyon 3 pour être précis, l'université Jean Moulin. On a pu me croiser au centre notarial de Lyon. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'un notaire a foulé les bancs de l'école relativement longtemps, finalement. Oui, c'est un peu inhérent à notre profession. On est obligé de faire quelques années d'études après le bac. Donc, en l'espèce, j'en ai fait 7. Voilà, tout simplement, avec un peu de formation, avec un peu de rapport de stage, et avec des beaux diplômes qui viennent couronner tout ça. On est très heureux. Mais oui, une belle carrière. Mais ce n'est que le début. Il faut savoir qu'une fois qu'on est diplômé, on n'est pas pour autant nécessairement notaire. On est diplômé notaire, ce qui est une grosse nuance. On devient notaire que lorsqu'on fait l'acquisition d'une étude ou l'acquisition de parts. Voilà. D'accord, très bien. Donc, normalement, ceux qui t'ont croisé dans ce parcours d'études savent où est-ce qu'ils t'ont croisé. Mais si je t'ai croisé en voyage, est-ce que tu as beaucoup voyagé? Ah oui, j'ai énormément voyagé. Écoute, j'ai eu la chance d'aller pas mal en Amérique du Sud, donc que ce soit au Chili, en Argentine, en Équateur, en Antarctique. Ensuite, je suis parti aussi en Asie, essentiellement donc Tibet, Chine, Népal. Ensuite, je suis parti un petit peu en Afrique, puisque j'ai fait notamment le Kilimandjaro. Pour faire l'Elbrus, j'ai dû partir en Russie, au Caucase, dans le Caucase pour être précis, puis un petit peu en Espagne aussi, en Italie, en Suisse. Ok, Voilà. oui, donc du coup, normalement, il y a des gens qui vont te reconnaître, puisque tu as fait le tour du monde. Oui ou non? J'ai parcouru quelques pays, et ce qui est d'ailleurs une énorme chance en fait dans la vie. C'est important de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est clair. C'est clair. Lorsque tu vas gravir les montagnes, j'imagine qu'il faut un entraînement spécifique, tu t'y prends à l'avance, etc. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire. Tu nous en diras plus peut-être tout à l'heure. Mais si je te croise lorsque tu t'entraînes, où est-ce que je te croise? À la maison? Dans la montagne? Si Alors, oui, où? Non, j'ai pas trop tendance à m'entraîner ni à la maison ni dans les salles. J'ai eu fait ça quand j'étais un peu plus jeune. Non, j'ai juste tendance à prendre une paire de baskets ou une paire de chaussures de trail. Et puis, écoute, j'ai la chance d'habiter à Crozet, donc c'est pas compliqué. On a des petits sommets juste à côté et hop, on part. Voilà, j'ai pas vraiment de programme d'entraînement. Je m'entraîne pas de façon très régulière. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, donc j'ai un fond qui reste tout à fait correct, malgré les années et malgré le poids. Donc ensuite, je m'entraîne le long du Jura, et voilà, pour l'essentiel. Très bien. Beaucoup de dénivelé, il y a un peu de course à pied, c'est l'essentiel. Ok. Et donc, du coup, dernière question, où est-ce que j'ai pu te croiser dans un endroit improbable? Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Ça serait un endroit très improbable. C'est plutôt un endroit improbable. Qu'est-ce que t'en penses? Malheureusement, je ne me souviens pas l'avoir fait, mais tu sais, ma mémoire flanche, donc peut-être que j'ai déjà monté moi 5 fois l'Everest, qui sait? Il faudrait que je regarde dans le téléphone si je trouve des photos. En parcourant peut-être le Gervais, en Corse. C'est une île magnifique, c'est juste un parcours magnifique qui fait presque 200 km. Peut-être que tu m'y as croisé souvent parce que j'ai dû le faire une dizaine ou une douzaine de fois, pas toujours en entier, mais j'y suis allé très souvent. Et plusieurs fois, je l'ai fait en entier, plusieurs fois que la partie nord, d'autres fois la partie sud, pour ceux qui connaissent. Donc tu as pu me croiser par là-bas. Et puis tout simplement dans le pays de Gex, parce que je bouge un petit peu, je marche un peu. Voilà, j'ai l'occasion de... Puis tu as pu me croiser peut-être comme client, tout simplement aussi. Même si je ne suis plus notaire aujourd'hui en exercice, je suis salarié, mais je vois encore un petit peu de monde. En fait, ce que je me rends compte, c'est que ça devient presque improbable de te croiser derrière un bureau. C'est ce qui m'est reproché en fait. Ah, okay. Il m'est demandé de rester un petit peu plus au bureau. Ça fait quand même en effet quelques années que parfois je m'absente quelques semaines.
Voilà, bon, ça m'a jamais vraiment été reproché en fait, mais j'ai conscience que parfois quand tu t'absentes pour l'Everest par exemple 7 semaines à 8 semaines, ça peut faire un long départ. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent râler un petit peu, mais bon voilà. D'accord. La passion m'oblige à ça. Ça m'emmène justement sur cette question qui précède la première interview. Tu es venu parler de ton rythme unique à jongler entre 2 métiers ou même plus, à t'occuper de ta petite fille. Michel, est-ce que tu peux nous raconter quelle est ta journée type? Et si tu le désires, on peut même parler d'une année type et vous allez comprendre pourquoi. Une journée type S'il y en a une. Non, on a tous une journée, on va dire type, qui est une journée un peu de routine, hein, qui est nécessaire dans la vie, même si on fait des choses parfois un petit peu hors normes. On a besoin aussi, alors moi j'ai besoin, ça c'est clair, d'avoir un cadre. Et ce cadre nécessite à ce que je me lève à des heures tout à fait normales, aux alentours de 7-8 heures. Si je m'occupe de ma fille, je l'amènerai à l'école, j'irai tranquillement travailler, j'irai la chercher à midi, puisqu'en fait malheureusement elle est diabétique. Il m'est suggéré qu'au niveau de son repas, ce soit moi qui m'en occupe directement. Donc je la récupère, on lui donne à manger. Je reviens à l'école, je la dépose, je repars à l'étude. Et voilà, parfois après, je m'entraîne un petit peu, je vais faire mes courses. Je suis quelqu'un d'ordinaire, on va dire. D'accord. Et tu t'es souvenu de ma question, une année type. Quelle serait une année type? Alors une année type, c'est ce que je viens de te dire au quotidien, avec quelques périodes où je vais me programmer un projet montagne souvent, ou peut-être un projet un peu plus standard, c'est-à-dire d'aller un petit peu à la mer. Et dans tous les cas, chaque année, je me programme en effet au moins un grand sommet. Ça c'est clair. Donc il n'y a quasiment aucune année depuis 2014 qui a échappé à ce rituel. Donc c'est vrai que, par exemple, cette année, si je peux partir à l'Everest, voilà, hein, ça sera les journées telles que je te les ai décrites. Et ensuite, départ aux alentours du 4 avril pour revenir, si tout va bien, fin mai, début juin. Donc c'est une année où tu auras nécessairement un projet qui sera mon programme. D'accord. Donc j'imagine que tu décales ton année type en fonction du continent dans lequel tu te rends pour monter ce sommet, puisque les saisons ne sont pas les mêmes et les fenêtres météo ne s'ouvrent pas au même moment dans chaque pays, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord. Sans quand tu pars en général au Népal, tu as tendance à partir au printemps, pour les expéditions, on va dire. Tu peux aussi partir l'automne, parce qu'il y a d'autres types d'expéditions au Népal qui peuvent se faire en automne. Par exemple, l'Everest peut se faire aux 2 saisons. Mais on aura tendance à le faire plutôt au printemps qu'en automne. Mais par exemple, le Merapic, qui est également au Népal, tu le feras par exemple l'automne. Tu peux faire la Mada Blanc l'automne. Ensuite, quand tu pars en Amérique du Sud, pour faire par exemple la Concagua, le Rose del Salado, c'est le Cotopaxi et tout ça, ce sont des sommets que tu vas plutôt faire entre décembre et mars. Après, ça va se décaler aussi si tu pars dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Ça peut aller jusqu'à mai-juin aussi. Voilà, donc en effet, l'été sera plutôt propice à tout ce qui concerne le Karakoram. Karakoram, c'est tout ce qui est K2, c'est tous ces sommets qui sont situés au Pakistan, tout ça. Voilà, donc en effet, à chaque saison, ces sommets et ces continents, tout à fait. D'accord. Donc on se rend compte qu'il y a des journées types, mais que finalement, elles ont tendance à être altérées par le sommet qui prend le pas sur toute ta vie pendant quelques semaines, voire quelques mois chaque année. Oui. Eh bien, ça m'emmène sur la première interview, qui est l'interview plancher-sommet. Jingle. Les sommets, les planchers. Alors, plancher-sommet comme le plancher et le sommet, c'est-à-dire les plus beaux sommets que tu as pu gravir dans ta vie, mais aussi les plus beaux planchers, c'est-à-dire les fois où tu as dû rester sur le plancher des vaches, ou les fois où on t'a ramené violemment sur le plancher, et aussi parce que il faut toujours savoir d'où on part avant de mettre les pieds tout là-haut, n'est-ce pas? Oui. Aussi parce que tu fais effectivement un peu d'immobilier, donc le plancher c'est important dans une maison. Ah oui, c'est la base. Voilà. Donc la première question, est-ce que tu peux nous lister les sommets marquants de ta vie dans la montagne? Alors, écoute, j'aurais tendance à te dire l'Everest, évidemment, parce que je crois que c'est un sommet exceptionnel. Autrement, il y a d'autres sommets que j'ai beaucoup aimés. C'est les sommets pour lesquels j'ai eu plus de difficultés. C'était au tout début. Par exemple, la Concagua, c'est un sommet que j'ai tenté une première fois et je découvrais un peu la très haute montagne, parce que la Concagua est un sommet à presque 7000, qui est situé en Argentine, à Mendoza. Mendoza, c'est une ville formidable. Donc on est dans les Andes, bien entendu.
Écoute, c'est un sommet que j'ai échoué une première fois, donc moi j'ai tendance à finalement à avoir un esprit qui travaille là-dessus, et je me lève un matin en me disant bah non, je vais pas rester sur cet échec-là, je vais essayer de comprendre ce qui m'est arrivé. Donc en l'espèce, c'était un mal aigu des montagnes, assez sévère, hein. Donc c'est assez perturbant quand ça t'arrive à plus de 5000. On appelle le MAM, hein, c'est ça? C'est ça, c'est un MAM. mal, tout à fait. Oui. Mal aigu des montagnes. On le retrouve souvent dans les articles. Exactement, le mal aigu des montagnes. Et il faut savoir que je fais de la haute montagne, mais je suis quelqu'un de très sensible à l'altitude, donc à la haute altitude. Donc, Ce qui n'aide pas. C'est un peu un paradoxe, mais c'est aussi le plaisir finalement de surmonter les paradoxes, de surmonter les obstacles. Un troisième sommet qui t'a marqué? Alors, je finis sur celui-là, si ça ne te dérange pas. Autant pour moi. Non, je t'en prie. Tu me connais, je peux être bavard parfois. C'est bien. Ce qui était intéressant, c'était d'avoir échoué, de rester sur une frustration, d'avoir analysé ce qui m'était arrivé, d'essayer de comprendre. Et là, je crois que c'était l'année qui a suivi. Je suis parti cette fois à l'arrache, sans organisation particulière. J'ai débarqué à Mendoza, je suis allé chercher une agence comme ça, sans savoir où j'allais. Je suis tombé sur un porteur recyclé guide et on est parti ensemble là-bas, et j'ai fait en fait une ascension express en 6 jours, en sachant que j'étais parti m'acclimater dans un autre pays, en Équateur pour être précis. Donc voilà, c'était aussi une façon de me dire je ne vais pas le faire de façon classique. J'avais échoué de façon classique et je voulais réussir de façon différente. Donc voilà, tout simplement. J'étais content. Donc c'est un sommet qui m'a beaucoup marqué parce que c'était vraiment la première fois que j'arrivais à ces altitudes-là. Ça ne faisait que quelques années que je chaussais les crampons, donc voilà. Après, ça reste de l'alpinisme basique. On n'est pas en train de monter à la verticale, hein. Donc on est dans du prolongement du trekking en faisant des choses un peu plus perchées, tout simplement. Donc voilà, c'était également un sommet qui m'a marqué. Le Mont Blanc aussi, hein. Ça a été la première fois que j'ai fait de la haute montagne. C'est tout simplement le Mont Blanc. Donc certains te diront que c'est une hérésie. Personnellement, je ne cherche pas à savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. En 2004, j'ai eu la possibilité de partir là-bas. On est parti à 6 avec 3 guides. En plus, on l'a fait dans des circonstances un peu particulières parce qu'on l'a fait hors saison, entre guillemets, c'est-à-dire avant que les refuges soient ouverts. C'était fin mai. On a fait quoi? Les guides ont eu la gentillesse de faire les traces, on les a suivis. Sur les 6, on est 4 à être montrés là-haut, donc ce qui était quand même une belle performance. Les guides n'y croyaient pas trop. Et voilà, c'était très, très, très sympa. C'était avec des gars du judo, donc pour l'essentiel. Et voilà, ça avait été une belle expérience pour moi. Et donc, c'était un beau sommet, parce que c'est aussi un sommet mythique, hein, pour toute personne qui n'est jamais montée là-haut. Se dire qu'il a gravi le Mont Blanc, c'est toujours une belle expérience. Voilà, après, je pourrais t'en citer d'autres, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Tous les sommets sont beaux, en fait. En fait, plus que les sommets, hein, les sommets sont vraiment... C'est une étape importante finalement du projet, mais le projet en soi, tous les projets laissent de bons souvenirs. L'Oros del Salado, par exemple, j'étais parti pour toute une séance d'acclimatation. On a fait notamment les geysers de Tatio. On avait fait des tas de choses qui étaient magnifiques, un peu en contre-courant du tourisme local. Et puis l'aboutissement, c'est le sommet de l'Oros, donc c'est toujours quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je pourrais t'en citer d'autres, mais... Mais écoute, pour une première question, je trouve que c'était assez exhaustif comme réponse. Non, au contraire, t'excuses pas, c'est top. C'est le but du podcast, c'est d'échanger et de parler, de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on a du temps. Puisque les gens qui nous écoutent en général sont dans leur voiture ou prennent le temps d'écouter ces podcasts parfois en plusieurs fois. C'est le format en tout cas, donc plus on en parle, plus on va dans le détail dans ce genre de sujet, le mieux en fait. Combien de fois as-tu monté le Mont Blanc? C'était une question qui me vient comme ça. Non, je sais plus. Une dizaine. Une dizaine de fois. Je crois que l'été dernier, on l'a même fait avec mon pote Stéphane. On l'a fait 2 fois en moins de 24 heures. À partir du refuge du Goûter. Une première fois parce qu'on avait amené des gens qu'on connaissait là-haut. Et puis voilà, on est parti à 8-9 heures du matin. On est revenu vers 16-17 heures et on est reparti le lendemain matin à 2 heures du matin. Tous les deux cette fois pour se le faire. Donc voilà, c'est pas... C'est plus un plaisir. Là, notre plaisir, c'était de monter cette seconde fois pour le lever du soleil. C'est une très belle expérience, c'est très joli, c'est magnifique, quoi. Mais bon, ça s'explique pas tout ça. Mais tu dors pendant 5 jours après avoir monté 2 fois le Mont Blanc? Non, bien sûr que non. Ou t'es dans quel état physique après avoir monté 2 fois comme ça, en si peu de temps? Non, il y a un peu de fatigue, mais rien de méchant, on récupère assez rapidement. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas de préparation particulière une fois encore, hein. On peut pas dire que je me prépare comme beaucoup de gens, comme des gens qui font des trails, qui font des ultra trails, des choses comme ça. Ouais, j'ai la chance d'avoir un physique correct pour faire ce genre d'expérience, pour mener ce genre d'expérience. Donc voilà, sans être exceptionnel,
Bien que tu n'aies pas la morphologie type de l'alpiniste, tu n'es pas Non. grand, fin, tel qu'on peut l'imaginer. Non, je suis pas très grand. Tu as plutôt le physique du judoka plutôt que le physique de l'alpinisme. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut savoir qu'il y a des judokas très, très fins et souvent d'ailleurs sont les plus performants. Je suis un peu trapu, oui. J'ai plus un physique de rugbyman qu'un physique d'alpiniste, en effet. Loin de moi l'idée de critiquer ton physique. Hein. C'est simplement que dans ma tête, et j'imagine dans la tête de ceux qui nous écoutent, puisque le but du podcast aussi, c'est de ne pas avoir de visuel, mais qu'une voix. Si j'entends un parcours tel que le tien, je vais imaginer un grand mec très fin, très bronzé, d'un certain âge. Or, en face de moi, je n'ai pas du tout ça. J'ai plutôt quelqu'un de svelte, de jeune, non, mais qui ne correspond pas en tout cas. Et c'est ce qu'on t'a dit déjà, tu m'as déjà dit ça. Pour le notariat. Pour le notariat peut-être. C'est amusant parce que j'avais pas un physique de notaire. Mais t'avais pas encore qu'en vieillissant, je trouve que j'ai de plus en plus un physique de notaire. Ah oui. Je sais pas. Peut-être que c'est peut-être la maturité qui fait qu'on ressemble à un notaire. Bon, c'est vrai que j'avais 29 ans, j'étais jeune. J'avais pas plus un physique de commercial que de notaire peut-être. Mais tu m'as déjà dit qu'on t'avait souvent en effet. On t'a dit que tu n'avais pas le physique de l'emploi, autant pour le notariat que pour la montagne. Ouais, pour tout. Et pourtant, tu as été bien au-delà en termes de performance que les gens qui t'ont peut-être dit ça eux-mêmes. Oui, bon après. Est-ce que c'est une revanche sur la vie, Michel? Non, il n'y a pas de revanche. Non. Ok. Il n'y a aucune revanche, je crois pas. Non, il y a juste une volonté. Tu sais comment je fonctionne. Hein. J'aime les défis, donc je pense que l'alpinisme, comme le notariat, comme le judo, ont été des moments de ma vie où ils ont été des moteurs. Ça a été des moteurs dans ma vie. Très bien. Je reste sur mon interview sommet plancher. Je te pose la question suivante. Quels ont été les planchers à ton actif dans la montagne? Comprenez, les manquer. Ouais, je te l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'était à la fois du positif et du négatif. La première tentative sur la Concagua était. Ça tu l'as exprimé. C'était une grosse déception parce qu'en fait, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'avais l'impression de porter toute la misère du monde sur mes épaules. Je n'arrivais pas à avancer, ce qui est quand même incroyable. Hein. Quand tu es frappé comme ça d'un mal assez aigu, donc du mal aigu des montagnes, de façon importante, c'est qu'il ne faut pas persister à rester. C'était pas bien, il faut descendre. C'est le meilleur remède. Et c'est incroyable comme quand tu descends comme ça 600, 800 mètres de dénivelé, eh bien, quand tu te retrouves en bas, tu retrouves toutes tes facultés. Tu n'es plus du tout, tu as plus ce mal-être que tu avais là-haut. Tu reprends tes repères, tu as envie de nouveau de manger, parce que j'ai mangé en descendant. Voilà, et comme je te l'ai dit, ça a été une grosse déception. Une autre grosse déception, ça a été l'Antarctique. Le Vinson. Oui. L'année dernière. Janvier 2020, ouais. Janvier 2020. Ah oui, je suis parti malheureusement. Alors ça aussi, une règle en montagne. Quand tu pars malade, il vaut mieux renoncer à ton projet. Tu reviens pas en bonne santé. Non, mais il vaut mieux renoncer à ton projet. Je crois qu'il vaut mieux rentrer. C'est pas la peine de persister. Les 2-3 fois où j'ai persisté en étant malade, malheureusement, étant sensible à l'altitude, il faut vraiment que ton corps soit en pleine forme. Et j'ai malheureusement assez régulièrement des rhinopharyngites, comme aujourd'hui par exemple, malheureusement, depuis quelques jours. Ça s'entend peut-être au son de ma voix. Et là, tu sais qu'en altitude, tu vas avoir beaucoup plus de mal à récupérer. Ton corps va avoir du mal à lutter contre la maladie et en plus à s'adapter à l'altitude et à la raréfaction de l'air. Et ben voilà, ça n'a pas loupé. Je suis quand même monté à 4007 et là j'ai eu un petit souci avec le guide. Il s'est mis à marcher plus vite et je lui ai dit qu'on pouvait arriver au sommet, mais pas à ce rythme-là. Et bon, voilà. Il n'a pas vraiment voulu ralentir la cadence pour te permettre d'accéder au sommet. Bah, écoute, ça sert à rien d'être dans le passé. Voilà, ça a été un échec. C'est censé pas être un sommet compliqué. Hein. C'est l'altitude du Mont Blanc. Pour moi, ça devait être une formalité. C'est la preuve qu'il n'y a jamais de formalité dans la vie. Est-ce que, parce que je te connais aussi un petit peu, donc je sais que malgré peut-être le fait de ne pas se sentir bien avant le départ, etc., tu vas quand même y aller, tu vas quand même te dépasser, te pousser. Je pense que de toute façon, c'est une qualité qu'il faut avoir lorsqu'on s'attaque à ce genre de challenge. Est-ce que tu as déjà eu peur en plein milieu de l'ascension d'un sommet? Est-ce que tu t'es déjà dit « je ne vais pas revoir le plancher » Je devrais peut-être pas le dire. Il y a peut-être des gens qui me connaissent très bien, qui vont m'écouter. Et je voudrais pas qu'ils aient peur la prochaine fois lorsque je pars. Donc, évidemment, il m'est arrivé 2-3 fois. Et d'ailleurs, tu m'as accompagné une fois. Hein, c'était pour le Mont Blanc. Si tu te souviens, je me rappelle très très bien. Je suis parti tout seul.
Et à un moment, j'aurais peut-être dû regarder ce que faisait un guide. Un guide et ses 2 clients n'ont pas persisté à descendre. Et moi, j'ai continué à descendre. Et ce jour-là, j'ai senti que la foudre n'était pas très loin. Ouais. Voilà, ça a été une expérience assez inédite. Je te rappelle aussi que j'ai vécu le tremblement de terre à plus de 6000 lorsque j'étais au Makalu en 2015. Donc Absolument. ça aussi, c'était une grosse expérience. Et d'ailleurs, c'était une époque où j'étais également malade. Donc non seulement je luttais contre le fait que mon corps n'était pas très bien, je luttais contre l'altitude et en plus on a eu l'épisode de ce tremblement de terre. Et à vrai dire, tout le monde a cru au départ que c'était une grosse avalanche qui nous arrivait dessus. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu un très bon réflexe parce qu'on s'est tous mis à courir vers les pierres, vers les rochers, alors que ça aurait pu être très dangereux parce que c'était un tremblement de terre et pas une avalanche qui arrivait. Bon, de toute façon, on ne courait pas très vite, hein. On était à 6000, hein. Il ne fallait pas arriver, on n'allait pas arriver très vite sur les rochers. Donc en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas une avalanche et que c'était autre chose. Comme on est tous connectés, hein, on a tous des moyens de communication, assez rapidement on a appris que c'était un tremblement de terre terrible qui avait frappé malheureusement le Népal. De nombreux morts, et ce qui a mis un terme d'ailleurs à toutes les expéditions à cette époque-là. Mais voilà, nous étions plus haut de l'expédition. Hein. Je pense qu'on n'était pas très nombreux à être à 6000 à cette époque-là, au moment où il y a eu le tremblement de terre. Ça a été une sacrée expérience. Et même de revenir, de voir ce qui s'est passé, de voir un peu Katmandou, certains sites qui avaient été touchés. Voilà, c'était. Voilà. Moi, j'ai déjà vécu en effet 2-3 expériences surprenantes, que ce soit sur le Mont Blanc, sur le Makalu et. Problème d'oxygène aussi à l'Everest. Juste le deuxième. Au sommet, oui, au sommet à la redescente. Je me suis mis à tituber. Et, je pense qu'en effet, j'avais eu un souci avec l'oxygène à ce moment-là. Heureusement pour moi, il y avait une autre bouteille d'oxygène. Et voilà. Bon, je dis des choses que je n'avais pas nécessairement dit à beaucoup de gens. Et là, j'ai eu très peur parce que quand tu es à 8000. T'es à 8850 et que tu te mets à tituber, que tu sens que ça va pas très bien. Là, il y a beaucoup de récits qui te reviennent en tête, tout ce que tu as lu, tout ce que tu as vu à la télé, et tu te dis, zut, j'espère que je ne ferai pas partie du fait divers. Voilà, et puis parce que tu espères revoir aussi les gens qui t'aiment quand tu reviens, donc c'est important. On préfère toujours faire partie du fait d'été que du fait d'hiver. C'est ça. C'est ça. J'essaie de faire un peu d'humour, mais ma foi, tes propos sont saisissants. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, quand même, la haute altitude. Hein. On s'en rend compte. Voilà, il faut pratiquer pour se rendre compte et on voit beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses aussi autour de moi. J'ai été moi-même frappé plusieurs fois et j'ai vu aussi des gens frappés. J'ai vu la mort. Hein. On voit des gens. Voilà. Donc, c'est une expérience aussi. J'ai évidemment des questions en lien avec tout ce que tu abordes actuellement. Pour toi, quels sont les risques majeurs quand on tente un sommet à 8000 ? Si tu devais dire 3 risques que tu prends ou 3 risques majeurs que tu as observés lorsque tu pars dans une ascension au-dessus de 8000 mètres. Alors, je dirais que de façon générale, quand tu pars en montagne ou en haute montagne, le premier risque, c'est le manque d'expérience. Ce manque d'expérience fait que tu ne vas pas toujours être attentif aux signaux. Tu as des signaux qui vont te dire qu'il y a des choses qui vont mal se passer. Et le manque d'expérience, c'est vraiment, ça ne s'acquiert malheureusement que par la pratique. Et du coup, la seule chose qui peut pallier au manque d'expérience, et on en arrive au deuxième point, je pense qu'il faut un encadrement. L'encadrement vient pallier ton manque d'expérience. Cet encadrement, il est essentiel. Je compare souvent ça, par exemple, à un procès. Tu peux avoir raison, mais si ton avocat est pas très bon, tu peux perdre ton procès. Eh bien, un sommet, si l'encadrement est pas bon, certes, tu peux être responsable de ne pas être allé là-haut, nous sommes bien d'accord, mais si l'encadrement n'est pas bon, tu peux aussi échouer. Alors que toutes les chances étaient de ton côté. Oui, je pense sincèrement, j'ai vu beaucoup de gens ne pas aller au sommet et très honnêtement, je pense qu'on aurait pu les amener là-haut, mais il aurait fallu peut-être une remise en cause de l'encadrement, du guide, de beaucoup de choses. Bien entendu, hein, je crois que personnellement, il faut aussi s'interroger sur le fait que soi-même, on peut être responsable de ne pas être allé au sommet. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. D'accord ? Soyons très précis. Voilà. Donc le premier point, c'est le manque d'expérience. Le deuxième point, c'est l'encadrement qui est important, qui peut être source de réussite comme source d'échec. Et puis la chance. Le troisième point, c'est tout simplement la chance. C'est au bon endroit, au bon moment.
Parce que, mine de rien, pour faire l'Everest, il faut une fenêtre. On nous montre souvent des photos où c'est embouteillé, mais c'est embouteillé. C'est pas qu'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas nécessairement beaucoup de monde. Simplement, si ce jour-là, on est tous concentrés sur un parcours parce qu'il y a peu de temps pour le faire, voilà, ça donnera cette sensation de trafic, puisqu'effectivement, voilà. Mais il y a le même trafic au Mont Blanc, il y a le même trafic sur la route. Hein. C'est-à-dire, quand on descend tous dans le sud pour aller se baigner, franchement, comment on fait pour éviter le trafic ? Voilà, c'est pour ça que les solutions sont transposables parfois. Les interrogations et les questions sont transposables. Il y a eu trafic à l'Everest comme il y a eu trafic pour ceux qui veulent descendre dans le sud, ou il y a eu trafic quand on veut aller au Mont Blanc. Voilà. Ouais, je pense. Bon, heureusement, il n'y a pas autant de gens qui veulent gravir l'Everest que de gens qui veulent aller se baigner. Ouais, mais dans l'idée, effectivement, on peut parler de ces fenêtres météo. Parfois, la saison se passe sur 20-25 jours, où potentiellement tu peux monter. Mais des fois, il se passe seulement 24 heures. En 2014, on a eu une fenêtre météo de 32 heures. Donc cette année-là, tu ne peux monter l'Everest que dans cette tranche-là. Ouais. Parce qu'autrement, trop de vent, trop froid ou neige. Donc, d'ailleurs, la fenêtre météo s'est refermée sur la neige avec des mini-avalanches pour ceux qui connaissent, sur le col Nord. Donc, et là, c'était. Et puis nous, on est arrivé au camp de base. Quand on est arrivé au camp de base, il y avait, 10 cm de neige ou 5 cm. Il avait neigé un tout petit peu. Le lendemain, il y en avait 50. C'était quasiment impossible de sortir le camp de base en voiture. Donc ça peut vite se transformer, voilà. Et donc, je n'ose imaginer quelles étaient les conditions là-haut. Donc je pense que, il me vient le récit de Krakauer, le livre que tu m'as donc donné, où effectivement tu sais que c'est un livre de chevet. Oui, absolument. Ouais, il faut le lire. On vous conseille Tragédie à l'Everest de John Krakauer, n'est-ce pas ? Ouais. Qui, d'ailleurs, ce livre a inspiré le film Everest, film américain qui est sorti il y a quelques années, il me semble, sauf erreur. Mais du coup, dans cette histoire, on raconte effectivement qu'ils ont mal appréhendé cette fenêtre météo et qu'ils pensaient qu'ils avaient encore le temps d'aller jusqu'en haut. Or, ça s'est refermé sur eux et ils ont été pris dans, finalement, la tempête, la neige. Tu sais que je pourrais parler des heures de cette situation. En fait, c'est ce qui est arrivé à cette occasion-là, malheureusement, et les décès qui en ont découlé, c'est une accumulation d'erreurs, mais qu'on voit souvent dans les expéditions. Comme je te l'ai dit, l'encadrement, c'est important. Et là, on se rend compte que l'encadrement n'a pas été à la hauteur de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que déjà, il y a eu mésentente entre les sirdars. Qui sont les sirdars ? Les sirdars, ce sont les chefs des Népalais. Les sirdars, c'est en fait, tu es encadré par des Sherpas, par des porteurs. Tu as des porteurs, tu as les Sherpas, et celui qui dirige un peu toutes ces personnes-là, c'est le sirdar. C'est le super Sherpa en quelque sorte. Et ils étaient censés, en effet, d'après ce qui était indiqué, d'après ce que j'ai lu, tu es censé équiper la partie haute de l'Everest. Parce qu'évidemment, on ne monte pas si c'est pas équipé. Il faut être assez clair, il faut rester très modeste. Sans oxygène et sans équipement, peu de gens iraient au sommet de l'Everest. Et en fait, déjà, cette partie-là n'a pas été équipée. Ensuite, il y a des règles qui avaient été instituées qui n'ont pas été respectées. Des règles, des barrières horaires, en quelque sorte. Si tu te souviens, justement, ces barrières horaires n'ont pas du tout été respectées. Ensuite, il y a aussi ce qui ne se passe plus aujourd'hui. Alors moi, ça m'avait beaucoup choqué quand je l'avais lu. Aujourd'hui, quand tu montes à l'Everest, tu es accompagné de ton Sherpa. Ton Sherpa est à côté de toi. Donc, il ne te quitte pas. Il te quitte seulement quand tu arrives au sommet et après il te laisse redescendre seul parce que lui-même a tout un travail à effectuer. Donc, en principe, on arrive à redescendre seul. Mais même si parfois, ça peut être un peu périlleux quand même. Bon. Tout ça pour dire que de toute façon, quand tu montes à l'Everest, à partir du moment où tu es au camp d'altitude 3, il ne te quitte pas. Et là si tu relis le livre et si tu vois le film, tout le monde on a l'impression que les guides, les Sherpas sont montés tout seuls, redescendus tout seuls. On a l'impression qu'ils se retrouvent avec t'as un ou deux guides qui devraient être encore à ce niveau-là de l'Everest. Donc voilà, faut savoir que c'est terrible là. S'il se met à souffler, En 2014, quand je suis monté, on était quand même sur des températures avec des ressentis à moins 50. Donc c'est quand même pas non plus. Il ne faut pas qu'il y ait un petit grain de sable qui vienne se mettre là. Enrouer la machine très rapidement. Tout ce qui a été planifié, effectivement. Ouais. Puisque, on peut en parler aussi, mais on parlait des risques majeurs quand on tente un sommet à plus de 8000. Tu m'as dit plusieurs fois qu'effectivement, ton corps au-dessus de 8000 commence
à mourir par petites touches. C'est-à-dire que... Tu sais, il y a un côté très romanesque, hein. Il y a un côté très... il y a une dramaturgie qui se met en place un peu quand tu parles de tout ça. Voilà, il est certain que déjà, on dénomme la zone au-dessus de 8000 la zone de la mort. Donc déjà, en soi, il faut savoir qu'en fait, finalement, quand tu es à ces altitudes-là, j'avais déjà un petit peu écrit en la matière, il y a une chose qu'il faut apprendre à contrôler, c'est la peur. La peur, elle est importante parce qu'en fait, elle te lance une alerte, mais il ne faut pas qu'elle te paralyse. Et il faut savoir que à ces altitudes-là, ça peut vite tourner parce que justement, tu es dans cette zone de la mort où ton corps se dégrade. Et il se dégrade très rapidement. Donc tu peux en effet, ton corps peut rapidement s'enrayer. On peut vite arriver à un œdème pulmonaire, à un œdème cérébral, à un MAM sévère, et puis être coué sur place. Et il faut savoir que quand tu es à plus de 8000, on ne va pas te descendre comme ça. Hein. Voilà. Il faut plusieurs personnes pour te descendre, et à supposer que cela soit possible. C'est-à-dire, tu commences à être un peu safe, tu commences à être un peu en sécurité quand tu es dans des zones proches du camp 3. Là, on est à 8002 parce qu'il y a un camp, justement, où là, tu peux peut-être te poser un peu à l'abri, te protéger, te restaurer. Parce qu'il faut savoir aussi que quand tu montes, tu n'as pas tendance ni à boire ni à manger. Donc, assez rapidement, ton corps se dégrade aussi parce que tu ne l'entretiens pas. Voilà. D'accord. Je pourrais développer encore très longtemps, mais je pense que ce n'est pas l'objectif. Mais écoute, on va développer le sujet précis de l'Everest. Mais tu peux mourir en dessous de 8000. Hein. Oui, attention, mais tu peux mourir en traversant la rue aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas qu'à 8000 où tu meurs. Il y a beaucoup de gens qui décèdent malheureusement, même à des sommets à 4000, 5000. Voilà, parce qu'il y a aussi d'autres risques qui sont beaucoup plus objectifs, avalanches, crevasses, ces choses-là. Voilà. À l'Everest, au-dessus de 8000, les décès sont liés souvent à des œdèmes, en fait. On en parlera juste après la prochaine interview qui vient pimenter un petit peu tout ça. On vient de faire une interview sommet-plancher. On essaiera de rentrer un peu plus dans le vif du sujet de l'Everest ensuite. J'ai quelques questions avec une interview vraie ou faux. Mais comment distinguer Comment distinguer le vrai du faux? Est-ce que tu es prêt, Michel? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'on soit toujours prêt à ce type de questions. Alors là, pour le coup, on est sur de la culture générale de la montagne. Aujourd'hui, je voulais vraiment te tester sur ta connaissance de certains faits. Est-ce que tu vas bien répondre ou pas? Nous le saurons très vite. Ouais, la vache, j'ai horreur de ça. Vas-y. Y a-t-il une taille limite pour un flocon de neige? Probablement. Eh bien non. Il n'y a pas de taille limite pour un flocon de neige. Le plus gros flocon de neige jamais observé mesurait 38 cm de diamètre. Incroyable. Ah oui. Pourtant, le record est enregistré le 28 janvier 1887 au Guinness World Records Book. Et selon les scientifiques, rien n'empêche un flocon de grandir ainsi. Ils s'en forment peut-être régulièrement de si gros, mais qui ne sont pas observés ou qui se brisent par le vent avant que nous ne les voyions. Voilà. Une information comme une autre. Tu t'es donc trompé pour la première question. Pourtant, la neige, ça te connaît. Mais posons la deuxième question. Est-ce que selon toi, il y a de la neige ailleurs que sur Terre ou pas? Je vais te dire oui. Eh bien, tu as raison. Donc, du coup, oui, il y a de la neige ailleurs. Les chercheurs estiment qu'il peut neiger ailleurs que sur Terre. D'ailleurs, sur la planète Mars, par exemple, il y aurait de la neige. Une troisième question. Si je te dis Kangchenjunga, oui, et je te dis qu'il culmine à 8586 mètres, oui, de quel pays s'agit-il? Népal. Eh bien, non. Ah, Chine. Ah non. Il s'agit de l'Inde. Ouais, l'Inde, excuse-moi. J'aurais pu te poser la question différemment, puisque c'est une question vraie ou faux. J'aurais dû te demander si le sommet était le plus haut d'Inde ou non. Oui. Ce à quoi tu m'aurais répondu? De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. C'est entre le Népal, la Chine et le Pakistan et l'Inde. Et souvent, les sommets sont dans plusieurs pays à la fois, n'est-ce pas? Tu as des sommets à cheval, oui. Voilà. Comme l'Everest. L'Everest est un sommet à cheval, oui. Entre le Népal et la Chine, n'est-ce pas? Voilà, donc effectivement, ce Kangchenjunga culmine à 8586 mètres et est le sommet le plus élevé d'Inde, en l'occurrence. Voilà, il a été monté en 1955 par les alpinistes George Band et Joe Brown. Il fait partie des 14 8000, tout à fait. Bon, 14 8000 mètres dans le monde. Il y a 14 8000 mètres en Asie. En Asie.
Il n'y en a pas ailleurs, Non. de toute façon. Sur la chaîne de l'Himalaya, tous. Non, du Karakoram aussi. D'accord. Très bien. Je crois Comme que je te l'ai dit, ils sont répartis entre le Népal, la Chine, le Tibet, le Pakistan et puis l'Inde. Oui. Merci pour cette réponse. Le sommet du Mont Blanc, tu vas me répondre à celle-là, mais je pense qu'elle est intéressante pour nos auditeurs. Le sommet du Mont Blanc n'apparaît pas dans les 7 sommets du monde. Vrai ou faux ? C'est vrai. C'est vrai. C'est l'Elbrus qui apparaît en Europe. Exactement, l'Elbrus qui est situé Dans le Caucase. dans le Caucase et qui remplace le Mont Blanc puisqu'il est plus haut et qu'il se situe sur le même continent. Oui. Il culmine, lui, à 5642 mètres. C'est ça. Et tu l'as gravi, celui-là. C'est ça. On avait enchaîné le Kilimandjaro et l'Elbrus en 10 jours. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas dans les 7 sommets du monde puisqu'on considère les 7 sommets les plus hauts de chaque continent, n'est-ce pas ? Oui, mais la question, elle est politique, parfois, tu sais. Il y a plusieurs écoles. 4810 mètres, 8848 mètres, ça donne des idées. On arrive à assimiler ce type d'altitude à des sommets. Mais est-ce que ces altitudes sont-elles ou non fiables, selon toi ? Vrai ou faux ? Oui ou non ? Fiable ? Est-ce que c'est fiable de parler du Mont Blanc à 4810 ? Non, il ou faut savoir autre que assez régulièrement, on va mesurer à nouveau les sommets. On se pose beaucoup de questions, savoir s'il faut tenir compte d'une certaine couche de neige ou pas. Non, voilà, de toute façon, il faut une règle. Voilà, on va déterminer une règle. On va dire que, par exemple, là, actuellement, ils étaient en train de revoir l'altitude de l'Everest. C'est, je crois, aux dernières informations, 8800. 48. Alors, c'était 8848, mais je crois qu'on parle de 8848-70 ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, non, les altitudes sont bon, voilà, on sait qu'on est aux alentours du 8848 ou 8850 et 4810 pour le Mont Blanc. Bon, c'est déjà pas mal, quoi, il me semble. Il me semble que les Népalais et les Chinois ne sont même pas d'accord sur la hauteur de l'Everest. Ouais. Mais est-ce que c'est si important que ça ? Je pense pas. Je sais pas. Mais pour ceux qui aiment la précision, probablement. Écoute, justement, pour la précision, il faut savoir que chaque pays décide de son point de référence. En France, par exemple, il se situe à Marseille. Et, pour info, le point zéro des Allemands, mesuré en mer Baltique, il présente 49 cm d'écart avec le nôtre à Marseille. Tu vois. Donc, en soi, on est 50 cm plus haut ou plus bas dans un pays que dans l'autre. À vous de voir où vous voulez habiter. Mais si on va terminer cette... Je ne sais pas si c'est un critère de choix d'ailleurs. Non, je pense pas, je ne suis pas sûr. Est-ce que ça te fait une belle jambe d'habiter 50 cm plus haut qu'ailleurs ? Non. Non. Ça ne fait rien. Surtout que tu habites à 600 mètres d'altitude, donc c'est déjà vachement haut. Oui, je suis très bien. Si demain on m'apprend que c'est 610 ou 620 ou 590 ou 588, 600, ça ne changera pas grand-chose. Non, je crois pas. C'était une question anecdotique qui nous fait passer à l'interview suivante, qui est la dernière, mais qui est l'interview Everest, parce qu'on ne fait pas de jeu de mots avec cette grosse montagne, on l'appelle simplement l'interview Everest. Jingle. L'interview Everest. Donc après avoir parlé des sommets et des planchers, on rentre dans ton actu, puisque cette année, je le répète, tu vas tenter l'ascension de l'Everest une 3e fois. Oui, mais cette fois côté népalais. C'est toujours le même sommet, mais c'est pas du tout le même versant. Exact. Je vais simplement faire un petit rappel historique de ce que c'est que l'Everest. Oui, je t'en prie. L'Everest, comme on l'a dit, il culmine à 8848 mètres selon le Népal et 8844 selon la Chine. Mm-hmm. Il faut savoir que les alpinistes ont commencé à s'intéresser à ce sommet en 1920. Et ce n'est qu'au bout de 32 ans que le sommet a été atteint en 1953 par les alpinistes qui sont les suivants, Michel. Hilary. Et Norway, Sherpa. Et absolument. Tenzing Norgay et Edmund Hillary. Alors, depuis cette première expédition, il y a plus de 14 000 personnes qui l'ont gravi, plus de 200 personnes y ont perdu la vie, et aujourd'hui l'Everest est devenu si populaire que durant les 25 jours de l'année où le sommet est accessible, quelques 200 personnes foulent le sommet chaque jour. Ces informations-là, je vais aller voir sur plusieurs sites, et j'ai trouvé des informations qui ne corroboraient pas du tout. Quel est ton avis ? À quel niveau ? Eh bien, est-ce que tu es Tu d'accord nous as donné beaucoup d'informations, mais je ne sais pas lesquelles tu veux que je corrobore. Y a-t-il 14 000 personnes qui ont gravi l'Everest ? C'est possible ? Entre 14 et 20 000, oui. D'accord. Alors, il faut savoir que la moitié des personnes qui ont gravi, si j'ai été clair tout à l'heure, et si tu l'as compris, c'est la moitié sont des Sherpas, des guides, donc en fait des gens qui encadrent. Puisque par définition, on n'y va pas tout seul là-haut.
Bien sûr. Donc, on va dire que des personnes qui ne font pas partie de l'encadrement, nécessairement, il y a moins de 10 000 personnes qui sont allées là-haut. Ok. Il faut être assez clair là-dessus. Donc, voilà. Je crois donc que si on part sur le principe qu'il y a 20 000 personnes à peu près qui sont montées, il n'y a pas loin de 10 000 personnes qui sont ou des Népalais ou assimilés. Et des guides occidentaux. Donc, déjà, ça donne une idée un peu de ce qui se passe. 200 morts simplement ? Moi, je dirais un peu plus maintenant. Je crois que là, on va retenir entre 4 et 8 morts par an et pour une année normale, entre 500 et 800 personnes qui arrivent au sommet. D'accord. Aujourd'hui. Ok. Bon. Combien de temps ça prend pour gravir l'Everest ? On va dire entre 6 et 8 semaines. Par exemple, pour ce printemps, si je réussis à partir, l'objectif est de prendre l'avion le 4 et de revenir le 31, le 4 avril et le 31 mai. Donc ça fait presque 2 mois. Il faut savoir que donc, tu prends un vol par le dimanche, on va arriver le lundi, ensuite on va se rendre dans la vallée du Khumbu à partir du 8 avril. Là, il te faut à peu près aller entre 5 et 8 jours pour te rendre au camp de base. Ensuite, tu as toute la phase d'acclimatation qui prend environ 3 semaines, 4 semaines, ça dépend. Et ensuite, on attend la fenêtre météo. Donc souvent, cette fenêtre météo va s'ouvrir entre le 10 et le 10-20 mai. C'est statistique, c'est comme ça. Et à partir de là, ça dépend un peu s'il y a du monde, pas de monde, comment on s'organise, qui fait le summit push. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une fois que tu es allé au sommet, tu redescends. Et une fois que tu es redescendu au camp de base, il faut repartir à Lukla. Lukla, il faut repartir à Katmandou. Katmandou, il faut prendre ton vol international et revenir. Donc, grosso modo, 2 mois. D'accord. Et alors, tu m'as déjà expliqué qu'il y a des paliers, donc tu montes, tu redescends, jusqu'à arriver au sommet. Comment ça se passe ? Ce que tu appelles les paliers, c'est les phases d'acclimatation en fait. C'est l'acclimatation tout simplement, c'est-à-dire que ton corps naturellement ne peut pas monter là-haut sans qu'il y ait cette phase d'acclimatation. Cette phase d'acclimatation, en fait, grosso modo, tu essayes de faire chaque jour des paliers de 400-600 mètres de dénivelé. Pour que ton organisme fabrique des globules rouges. Et c'est grâce à ce phénomène que tu vas t'acclimater. Sache que les Sherpas, par exemple, n'ont pas besoin de s'acclimater. Physiologiquement, ils sont déjà acclimatés. Parce qu'ils vivent en altitude toute l'année ? Parce que depuis plusieurs générations, ils vivent en altitude. La plupart des Sherpas ont vécu au-dessus de 4000, ou 3000. Et donc, ils ont déjà physiologiquement un organisme qui est adapté à la haute altitude. Mais justement, tu parles de Sherpas. Alors du coup, tu montes, tu gravis ces sommets avec des Sherpas. En tout cas, quand on parle de sommets en Asie, quand on parle de l'Everest, en tout cas, c'est le cas. Oui. Est-ce que tu crées un lien avec ces Sherpas ? Parce que finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils t'accompagnent, ils sont juste à côté de toi tout au long de ton ascension. C'est un moment qui est riche en émotions, qui est riche tu puises dans tes réserves, etc. Ils sont sans arrêt à côté de toi. Tu leur dois la vie aussi, puisqu'ils te changent les bouteilles d'oxygène, ils te portent la plupart du temps ton pactage ou une partie du pactage. Oui. Quel est le lien que tu lis, que tu as avec eux ? Non, tu crées pas. Bon, moi, je ne crée pas de lien particulier, un lien de confiance évidemment. Tout repose un peu sur eux quand même, c'est important. Ensuite, il peut y avoir des moments de partage. Par exemple, en 2014, lorsque j'ai gravi pour la première fois l'Everest, avec mon Sherpa, on est redescendu, on était à 8600. Comme je te l'ai dit, c'est à peu près à ce moment-là qu'ils te quittent, parce qu'ils doivent ensuite partir au camp 3 pour le démonter, parce que c'est le moment où tout le monde doit partir, donc il ne faut pas traîner. Et on s'est arrêté à 8006 et on a partagé un Red Bull. Il avait un Red Bull dans son sac à dos et on l'a partagé ensemble. Donc c'est des moments, c'est pas des longs moments, mais c'est des moments de partage. Et puis je crois qu'il y a... Nous, on est très contents parce qu'on a fait le sommet et lui, je crois qu'il est satisfait parce qu'il a réussi à monter son client là-haut. Après, il ne faut pas se cacher que ce n'est pas du tout les mêmes cultures. Il faut savoir que lorsque tu es au camp de base ou dans les camps d'altitude, sincèrement, j'ai rarement vu des alpinistes partager de longs moments avec les Sherpas. Ils ont tendance à être entre eux. Voilà. Donc, les Sherpas ou les alpinistes ? Les Sherpas. Les Sherpas. D'ailleurs, ils sont gênés quand tu les invites à manger. Ils n'aiment pas trop nécessairement se mélanger. C'est pas toujours simple. Donc voilà. Il faut respecter finalement le tempo de chacun. C'est important. Ok. Justement, tu parlais d'un climat plutôt hostile quand tu es au-dessus d'une certaine altitude. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont
de quelle façon tu réponds à tes besoins primaires quand tu es à une altitude où il n'y a ni eau courante, ni douche, ni petit plat à te préparer? Comment tu bois, comment tu manges, comment tu dors? Bon, déjà, en altitude, tu es en mode survie. Il faut être assez clair. Il fait froid, t'as pas beaucoup d'appétit. Voilà, t'es là. Il faut te concentrer. Il faut te concentrer sur le sommet. Donc il faut te concentrer sur les besoins vitaux, comme tu l'as dit. Tout est une épreuve. Parfois, de manger est une épreuve, mais il faut manger. Il faut s'hydrater. Donc en général, les Sherpas te préparent un peu d'eau, te préparent un peu de nourriture. Après, tu peux aussi, toi de ton côté, manger ce que tu as apporté. Tu as des bars, des choses comme ça. Donc, si tu as d'autres besoins, tout simplement parce que tu as envie d'uriner ou des choses comme ça, il faut faire l'effort de sortir. Parfois, le simple fait de sortir de la tente n'est pas quelque chose de simple. Il faut parfois aussi trouver un peu d'intimité. C'est pas toujours, il n'y a pas beaucoup d'intimité là-haut. Les conditions sont quand même parfois compliquées, avec le vent, le froid. Il ne faut pas trop se poser de questions, il faut essayer de penser à soi, il faut être totalement concentré sur soi-même. Pour ce qui est du sommeil, une fois encore, là aussi on n'est pas tous égaux. Moi j'ai plutôt un sommeil correct, donc j'arrive assez facilement à m'endormir. J'en connais qui dorment très très peu pendant les moments où il faut dormir. Il faut savoir que de toute façon, c'est un peu particulier quand tu dors au camp 2. Au camp d'altitude 2, mais au camp d'altitude 3, tu ne dors pas. C'est-à-dire que du camp 2, tu pars le matin, donc tu pars, tu es à 8000, non, je dis une bêtise, tu es à 7007 à peu près, du camp 2. Tu arrives au camp 3, tu es à peu près à 8002, 8003, tu arrives en début d'après-midi, et il faut savoir qu'en général, on part ensuite le soir ou la nuit. Donc en fait, on ne dort pas au camp 3, c'est très difficile de dormir au camp 3. Donc il est important d'avoir dormi au moins quelques heures au camp 2. Et là-dessus, on n'est pas tous égaux, une fois encore. Il y en a qui arrivent à dormir, d'autres pas. Mais c'est comme ici. Il y a des gens qui arrivent avec 3-4 heures à se reposer, d'autres il leur en faut 8, c'est comme ça. En revanche, il est important de respecter son cycle. C'est-à-dire qu'en effet, si tu as l'habitude de dormir 6-7 heures, il faut quand même que tu arrives à dormir ces 6-7 heures en altitude, c'est important. Parce que de toute façon, autrement, tu vas accumuler la fatigue. Et il faut savoir quand même que sur ce qu'on appelle le summit push, c'est entre le camp 3, le sommet et revenir au camp de base, il va s'écouler quand même entre 20 et 22 heures sans dormir. Donc, si tu pars en n'étant pas reposé, en n'étant pas vraiment un petit peu hydraté, en n'ayant pas mangé un petit peu, ça va être très compliqué quand même. Quand tu dis ça va être très compliqué, c'est que tu prends des risques pour toi, pour ta santé, pour l'expé aussi peut-être en général. Oui, pour l'encadrement, parce que le Sherpa peut se sentir concerné au point où il va falloir qu'il prenne l'initiative de faire quelque chose à ce moment-là. S'il te sent en danger, il y a quand même des alpinistes qui titubent, qui ne sont pas bien, qui s'arrêtent. Voilà, ça va être très variable. J'ai lu, et on voit aussi dans ce fameux ouvrage dont on parlait tout à l'heure, Tragédie à l'Everest, qu'on peut devenir fou en altitude. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'œdème cérébral. Alors, de quoi il s'agit exactement? Et est-ce que tu as déjà été confronté à ça, toi personnellement, ou autour de toi? Non, alors j'ai eu la chance de ne jamais avoir d'œdème cérébral ni d'œdème pulmonaire. De toute façon, grosso modo, si tu as un œdème cérébral et que tu perds pied, si on ne t'oblige pas à descendre, tu y restes là-haut. Donc de toute façon, là-dessus, il y a... Si j'avais été soumis à un œdème cérébral, si j'avais subi un œdème cérébral, si on ne m'indique pas la descente et si on ne me guide pas pour descendre, en principe, je n'ai pas la capacité à descendre tout seul, je ne crois pas. Parce qu'on peut avoir très chaud, alors qu'il fait moins 40, moins 50. Oui, on perd tous ses repères, en fait. On perd tous ses repères. Oui, on perd tous ses repères. C'est-à-dire qu'on aura tendance à se déshabiller, on le voit très bien d'ailleurs dans le film. On a tendance à se déshabiller alors qu'il fait très froid. Voilà, on aura tendance à plus avoir conscience du danger. Donc on va se rapprocher des précipices. Mais je sais que c'est la perte de repères en fait. C'est la perte de repères et surtout tu sais plus qui tu es et tu sais plus. Quel est ton objectif? Comment rentrer? Enfin, tu perds la notion. Tu perds toute notion. Oui, tu perds toute notion, tout à fait. D'accord. Ouais. Des gens qui ont perdu la notion et qui sont restés en haut, il y en a. Bien sûr. Est-ce que tu en as croisé? Est-ce que tu as croisé des gens qui sont restés et qui y sont toujours d'ailleurs? J'ai malheureusement croisé en effet des alpinistes morts qu'on peut voir sur le chemin. En 2018, l'année dernière, lorsqu'on fait le jour du sommet, la veille, il y avait des expéditions qui étaient déjà montées.
Et on venait d'apprendre qu'un Népalais était décédé malheureusement à 8000, je crois que c'était 8005 à peu près. Et en fait, on me l'avait dit comme ça dans la tente rapidement. Donc tu intègres que quelqu'un est mort là-haut, mais voilà, bon, tu n'y penses plus. Et en fait, le lendemain, le soir, on est parti. Et vers 3h du matin, à ce moment-là, je vois quelqu'un allongé, légèrement en hauteur. Et en fait, c'était un Népalais qui s'était posé là et qui restait là. C'est un Sherpa qui est allé au-delà de ses limites. Est-ce que tu réalises sur le moment que ce monsieur est assis mais ne se relèvera plus? Est-ce que ça te choque ou est-ce qu'au contraire tu es tellement focalisé sur ton ascension et sur tes objectifs à toi que tu le vois sans le voir? Ouais, je pense qu'on peut dire qu'on le voit sans le voir tout en ayant un moment de lucidité. C'est-à-dire qu'on comprend très bien. Au départ, on ne comprend pas pourquoi il est allongé. Ensuite, on comprend que ça peut être un lien avec l'information qui nous avait été donnée, c'est-à-dire le décès. On se dit que c'est certainement la personne qui a été évoquée. Et en fait, on l'évacue très rapidement. Je ne sais pas si on l'évacue, en fait, mais j'ai le sentiment que le cerveau est un peu déconnecté. Il faut savoir qu'on est sous oxygène quand même, qu'on n'est pas non plus totalement soi-même quand on monte et qu'on descend avec de l'oxygène. Donc je pense qu'on est en semi-conscience ou semi-inconscience, je ne sais pas. Et ce qui peut voilà, je pense qu'on le comprend sans le comprendre et ça va très vite en fait. Et je crois qu'on l'oublie assez rapidement en fait. Oui. D'accord. Mais je ne peux pas te dire pourquoi on l'oublie. Je ne sais pas si c'est un travail inconscient, conscient. Est-ce que c'est parce qu'on va au sommet? Je ne peux pas t'expliquer pourquoi on oublie cet événement. Et ça revient après, ça te rappelle à l'ordre le fait que tu aies effectivement vu ce genre de choses un peu dramatiques ou au contraire, non, ça reste quelque chose qui est assez déconnecté de toute forme de réalité. Et tout ce qui s'est passé là-bas reste quelque chose d'assez abstrait. Oui, on peut le dire. Oui. Ça reste comme ça. Alors, c'est pas abstrait, puisqu'on l'a vu quand même. Bien sûr, mais... Donc, c'est très concret. En revanche, c'est furtif. Mm-hmm. Ça reste furtif dans la tête, en fait. Est-ce que tu pourrais dire que ça fait partie des choses qui t'ont le plus marqué en altitude et si la réponse est non, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors, c'est choquant. Il est clair que c'est marquant. On n'en voit pas beaucoup, parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui décèdent, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Il faut savoir qu'on ne les évacue pas souvent, parce que malheureusement, à plus de 8000, on n'évacue pas souvent les personnes. Simplement, elles finissent par être recouvertes par la neige, par être déplacées parce qu'il neige, tu as la mousson qui va arriver, tout ça va déplacer les corps. Mais c'est toujours choquant. Moi, je me souviens en 2014, je ne sais plus quelle était la couleur de la combinaison, je crois qu'elle était verte. Et 100 mètres ou 200 mètres en dessous du sommet, on avait comme ça cette personne face à la neige. Et c'est choquant de voir une personne comme ça à 50 mètres de soi. Voilà, il y a quelque chose d'irréel, et malheureusement c'est une réalité. C'est la réalité qu'on nous énonce assez régulièrement. Quand on dit qu'il y a 4 à 8 morts, c'est une réalité. Il y a des gens qui meurent, et malheureusement, il y a des gens qui meurent sur le chemin. Et ils restent là, ils sont visibles. Par an, tu dis 4 à 8 morts, on le rappelle. Oui. Ouais. Autre chose de très très marquant, que tu garderas toute ta vie en tête, même si c'est quelque chose de positif, le paysage au sommet, ou des drames, ou des sentiments, des émotions que tu as pu vivre. Qu'est-ce qui te marque profondément? Déjà, c'est toujours des voyages qui me remplissent de bonheur et de joie. Donc, c'est très positif de parvenir au sommet. C'est des voyages qui de toute façon restent, je pense, gravés à vie parce qu'il y a des senteurs, il y a des paysages. Donc en effet, tout ça reste. Ça nous colle à la peau en quelque sorte. Après, les relations humaines aussi sont intéressantes pendant ces expéditions. Donc il y a beaucoup de choses qui marquent. Il y a des épisodes qui marquent. Il y a parfois des conflits qui sont... ça fait partie de la vie. Puis il y a aussi des excellents moments, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en 2014, lorsque je partage ce Red Bull à 8600 assis à côté de mon Sherpa. Tu t'en rappelleras? Ah oui, je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais découvert à cette époque-là qu'ils étaient fans de cette boisson. Et ensuite, c'est surprenant de voir que son premier réflexe, c'est de s'asseoir, de sortir de son sac à dos ce Red Bull, de le partager avec moi. C'était très touchant, c'était un moment de convivialité intense. Puis c'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'être assis à 8600, tu as tout un paysage devant toi, de déguster une boisson et de se poser enfin et de regarder tout ça. Donc c'est des moments qui resteront à vie. Ouais. Je les ai gravés là, quand j'en parle, je les vis là.
On le sent. On précise aussi que ce podcast n'est absolument pas sponsorisé par Red Bull. Non, pas du tout. En plus, c'est pas une boisson que je bois, donc voilà. Même si à la base, la Red Bull vient de Thaïlande et donc d'Asie. Donc quelque part, c'est un peu retour aux sources. Ouais. Ou pas. Mais sache qu'en effet, ils sont fans de cette boisson-là. Ils ont tous leur Red Bull. D'ailleurs, il faut savoir que lorsqu'on est en expédition, et notamment au camp de base, on nous donne toute une série de boissons. Il y a du coca, il y a de l'eau, du Red Bull, parfois de la bière. Je devrais peut-être pas le dire, mais il y a de la bière. Et le Red Bull assez rapidement disparaît. Et en fait, je pense qu'il est appréhendé. Consommé, happé par les Sherpas. Il est appréhendé par l'encadrement. Et voilà. Donc, si tu n'as pas le réflexe dès le premier jour d'en mettre un de côté ou de l'autre côté, tu le verras plus de la saison après. D'accord. Donc on parle Bon, vraiment ça fait d'une leur denrée plaisir. rare. Voilà, ça fait partie de leur plaisir. Il faut le préserver. Bien sûr. Sans transition, les 4 dernières questions de l'invité. Allez. La première étant la suivante. Ici, on parle de sens. Qu'est-ce qui fait du sens dans ta vie ? En parlant du notariat, en parlant de ta fille, en parlant des expéditions de montagne, qu'est-ce qui fait le plus de sens ? Comment est-ce que tu fais pour trouver du sens dans ta vie ? Alors, je crois que ce qui fait sens, c'est d'être toujours en mouvement pour moi. C'est de toujours avoir des objectifs. Mais quels qu'ils soient, hein. Ça peut être des objectifs en montagne, professionnels. J'ai du mal à m'inscrire dans une routine et de demeurer dans cette routine. En fait, l'objectif, c'est de toujours, quel que soit le domaine, de trouver à relever quelque chose, à relever un défi. Mais ça peut être aussi avec ma fille, ça peut être au boulot, me spécialiser dans un domaine ou de me dire la prochaine expédition sera à tel endroit. Voilà. Donc il y a toujours ce côté défi qui fait du sens pour moi. Alors après, on pourrait peut-être chercher les causes quand j'étais jeune, petit, relations père, mère. Bon voilà, on va pas faire de psychologie ni de psychothérapie, mais voilà. Il faut pour moi, je suis un homme de challenge et c'est ce qui me motive et ce qui donne un sens finalement à ma vie. Je pense que si une année débute sans qu'il y ait d'objectif, c'est pas une année qui sera une très bonne année pour moi en fait. D'accord. D'ailleurs, j'ai débuté cette année en me disant, et si je retournais à l'Everest cette fois côté des Palais. Et c'est ce qui t'alimente aujourd'hui et qui fait. C'était début janvier, voilà. Et on est fin janvier, donc effectivement, tu as débuté ton année en te fixant un objectif et tu penses que c'est ça qui fera que ton année va bien se passer. Oui, je pense. Et se passera de la meilleure façon pour toi. Mais je l'espère. Ça m'emmène sur la deuxième question. Si tu dois choisir une seule chose parmi les suivantes, quelle serait-elle ? 1. La reconnaissance. 2. La postérité. 3. L'accomplissement personnel. Ou 4. Le dépassement de soi. Si tu dois faire l'impasse sur les 3 autres, quel mot résonne en toi plus que les autres ? Je pense que l'accomplissement personnel, c'est pour moi le plus important. L'accomplissement personnel, qui est lié aux autres. Hein. Les 4 sont assez sensiblement liés finalement. Ouais, bon, après la postérité, j'ai pas cette prétention-là, donc ma foi. Quand on a monté peut-être 3 fois l'Everest en 2021, on pense peut-être à la postérité. J'aurais peut-être un peu de postérité par rapport à ma famille. Ça probablement plus que par rapport à la montagne. Donc voilà. Après pour les 2 autres que tu as cités, c'est-à-dire reconnaissance ou dépassement de soi. Alors le dépassement de soi, ça fait partie de la reconnaissance et de l'accomplissement personnel. Donc bon. Ouais. Non, mais l'accomplissement personnel, ça me semble le. C'est en tout cas ce qui t'a le plus marqué dans ces 4 propositions. Ouais. Ok. Quel est ton objectif ultime ? Ton objectif ultime dans la vie ? Sans ça, tu n'auras pas réussi, selon toi. Écoute, ça rejoint ta question qui était de choisir. Et je resterai sur l'accomplissement personnel. Si j'ai le sentiment de m'être accompli personnellement, c'est déjà bien. Et puis. Et ça englobe tout le reste finalement. Je pense, parce que de toute façon, quand tu es ravi et content d'avoir fait ce que tu avais à faire et que tu t'es donné les moyens et que tu l'as fait, tu as franchi les obstacles et quelque part tu es rempli, tu rayonnes et du coup c'est important dans tes relations avec les autres. Donc je pense que ça contribue également à être en phase avec certaines personnes, avec les membres de ta famille, tes proches, tes amis. Donc voilà, on n'arrive pas à être toujours en phase avec tout le monde, mais on fait ce qu'on peut. Mais je pense que pour être en phase avec certaines personnes, il faut déjà être en phase avec soi-même, et ça passe par l'accomplissement personnel. Donc je ne suis pas à me limiter dans mes objectifs. Voilà, on me dit souvent, mais tu devrais choisir, c'est pas normal, si tu rentres pas, t'as pensé à ta fille. Ouais, mais je dois aussi penser à moi, c'est important. C'est quand on est bien que nos enfants sont bien aussi. Il me semble. Je pense. Oui. Même si parfois, ça peut vouloir dire prendre des risques, n'est-ce pas ?
Oui, mais tu l'as dit toi-même, hein, on peut sortir et se faire écraser. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Ou choper une maladie à la con et se retrouver à l'hôpital sans raison. Ouais. Ça peut arriver. Ouais, bah après, c'est toutes ces questions philosophiques. Faut-il avoir des remords ou des regrets, et ainsi de suite. Voilà. Moi, je préfère essayer de vivre tout ce que je peux vivre. Et puis, on verra bien. Très bien, Michel. Merci. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, puisque comme tu le sais, tu ne le sais pas encore, mais il y a à chaque épisode la chanson de l'invité, où je crée en live quelques rimes lors d'une chanson avec ma guitare. Et donc, du coup, je vais te chanter cette chanson maintenant en improvisant. Est-ce que tu es prêt ? Ah oui. Eh bien, magnifique. C'est donc parti pour la chanson de l'invité. Année après année, et d'hiver comme l'été, il part à l'ascension, gravir les sommets. Le risque est bien réel, mais à 100 à l'heure. C'est ce qui crée l'étincelle, c'est ce qui fait son bonheur. Et quand il part au loin, pour tout en haut gravir, c'est à sa fille qu'il pense. À elle qu'il pense, elle le fera revenir, elle le fera revenir. Merci Michel pour cette interview. Merci à toi, c'était excellent. Agréable de passer ce moment en ta compagnie. Merci Michel, bisous, ciao. Ciao, salut. C'était le Sens, épisode 2 avec Michel. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et en attendant, n'hésitez pas à diffuser ce podcast autour de vous. Et n'oubliez surtout pas que si vous êtes réveillé ce matin, c'est que jusque-là, vous allez dans le bon sens. Allez, ciao. C'était le Sens. What sense, my man? Et on se voit la semaine prochaine. Le Sens.